Bon, je me réfère encore à mon meilleur. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est Guillaume Lefrançois dans la presse. Un vrai journaliste dans un vrai média. J'en rajoute une couche. Qui, dans son intro, référant à la babine de Zachary Bolduc, puis il y en sera abondamment question dans cet épisode, mais il dit que, contrairement à d'autres grands joueurs, si Bolduc avait pas la babine, si Bolduc avait la babine enflée, c'était pas parce que il avait eu recours à des injections d'acide hyaluronique. Du Botox. Ben, c'est ce que je pensais, mais tu me connais, moi, je laisse jamais rien traîner. Je suis allé enquêter. C'est pas exactement... C'est comme un substitut, ou enfin, il y a je comprends qu'il y a des écoles de pensée, là, mais ça fait sensiblement Enfin, c'est la même idée. La même idée. Mais là, donc, contrairement à 16 anciens joueurs qui se font injecter des affaires pour enlever les rides, parce que Guillaume... T'étais pas au courant de ça? Que les anciens joueurs se font injecter. Tu veux dire? Moi non plus, j'avais jamais entendu. Non, mais j'imagine que... Non, mais j'imagine que comme pour les acteurs et les actrices qui sont souvent victimes de ce genre de patinage, j'imagine qu'il y a du patinage, il n'y a pas de patinage. Moi, j'ai pensé, Wayne, des fois, Wayne, je le regarde et je me dis, ça n'a pas l'air tout naturel. Ouais. Maintenant que t'en parles. Mais j'ai pas 16 ans, j'ai pas d'autres, j'ai pas pensé à d'autres. Faudrait que tu demandes à Guillaume. Est-ce que Lefrançois aurait errerait-il? Ça se peut. Il n'y a pas personne n'est... J'ai rien à dire. Non. Guillaume a une imagination débordante, une créativité débordante. Mais c'est vrai, Wayne Gretzky, maintenant qu'on en parle... Marc-Antoine ne veut pas se faire d'ennemis. Non, c'est pas ça. C'est sage, c'est sage. T'as pas d'idée? Non, mais j'ai accroché. J'ai comme plusieurs. Genre. Je me dis peut-être que les gars vont me dire, ben oui, un tel, puis un tel, mais oui, c'est pas naturel. Il est tout refait. J'en ai un. Ah bon? Peut-être Ron Duguay. Ouais. Peut-être Ron Duguay. C'est pas clair dans ma tête. Non. Ben, c'est parce que il était tellement beau garçon. Toutes les femmes étaient en amour. Oui, mais c'était le Don Juan de Manhattan. Puis là, il est rendu à... Il doit avoir 70 ans, puis il n'a pas vraiment changé dans ce temps-là. Dans ce temps-là, il se passe de quoi? Mais s'il n'a pas tant changé, ça veut dire que ça a été bien fait, que c'est du beau travail. OK. Puis là, ben c'est ça. Là, je nous mets la puce à l'oreille là-dessus. Là, ce serait une autre option que le Botox, l'acide. OK. Je dis ça de même. Peut-être que ça va servir. Ou pas. Ça me rappelle la fois où on a eu conscience. Es-tu en train de consulter pour toi-même? Ou Non, mais je prends des notes. Ouais. Ça me rappelle la fois où on a eu conscience que le Propecia, ça freinait la chute des cheveux quand José Théodore a été testé. Ouais, puis moi, je connais des gens qui ont commencé à en prendre. Ouais, c'est très répandu dans la confrérie, semble-t-il. Oui, absolument. Ouais. Puis il y en a qui n'ont pas commencé à en prendre, puis ça paraît aussi. Ouais. Mais bon, si j'ai pas pris de Propecia, je pense pas que je vais prendre d'acide. Mais en même temps, on verra. Peut-être dans ma crise de la cinquantaine. Je suis déjà pris de l'acide. Mais généralement, les joueurs de hockey, ce qu'on entend, c'est que je me suis fait refaire les hanches, les genoux. Ouais, c'est ça. Ce genre d'intervention-là, c'est plus que des petites injections dans le visage. Là, parce que souvent, il leur manque 3 dents puis ils ont des cicatrices partout. Mais ça, ouais. Enfin, c'est en l'air. Si vous avez des suggestions de joueurs botoxés, on se fera un segment. On se fera un segment pas teinte face. OK, aujourd'hui, c'est difficile à l'intérieur. Plusieurs chaises musicales et le retour de l'enfant prodigue à Toronto. C'est tellement OK, épisode 458. Votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Bonjour, Martin. Messieurs, bonjour. Il est votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Marc-Antoine Godin. Bonjour, Marc-Antoine. Bon vendredi. Je m'appelle Alexandre Coupal. Oui, en plein ça, c'est une défaite qui fait mal. En même temps, si on regarde ça, Ottawa, on ne mériterait pas de gagner, on a gagné là. Ils ont eu un point, par contre, je suis sûr qu'on méritait un point à ça, c'est sûr, mais peut-être 3 buts, c'était un petit peu trop en partant. Ça on aurait pu limiter à 2, mais comme ça s'est passé. Je l'ai dit souvent là, que ça me faisait chaud
me faisait tout chaud le retour de Philippe Danault, mais je n'avais même pas considéré ces savantes analyses qu'on utilisait abondamment, tu te souviendras, Martin, quand... La candeur. Oui, bien, tout est là. Ah, ouais. Alors, tout est là. Donc, merci d'avoir été là, puis on se retrouve la semaine prochaine. une fois par 2 mois, je la fais. Bon. Ouais. Je me gosse moi-même. Reste qu'il y a beaucoup c'est une assez savante analyse. Hein, parce que ce serait tentant. Je disais mardi, j'ai ouvert en disant ça va quand même un peu mal. C'est ça. Ça va quand même. Le Canadien fait partie du trio de tête dans l'association, ou enfin dans la division Atlantique depuis presque le début de la saison. Reste que. Il pourrait très bien être 9e ou 2 points à l'extérieur du tableau des séries, puis ce serait pas étonnant. Puis c'est peut-être même ça qui nous attend. Non, je pense pas. Je pense pas. Mais tu sais, ce que dit Philippe Danault, là, c'est... Il y a beaucoup de gens qui croient à ça dans le sport. Il y a une expression en anglais qui dit « The score will take care of itself ». Puis dans le fond, tu gagnes des points que tu mérites pas, tu échappes des points que tu aurais mérité, puis en fin de compte, tout s'équilibre à la fin de la saison sur 82 matchs. Puis tu es ce que En fait, tu es ce que ta fiche dit, parce que au final, la compilation de tes résultats va refléter exactement qui tu es. Même si un soir donné, tu dis « Ah, on méritait mieux », ce serait de l'aveuglement que d'ignorer le fait que certains soirs, la chance t'a souri. Tu sais. Alors, je trouve ça sage de la part de Danault. Mais pour ce qui est du classement, je pense que l'échantillon commence à être suffisamment grand pour considérer le Canadien comme une équipe de premier plan dans l'association Est. Mais là, c'est juste qu'ils ne sont pas tout seuls en haut parce que là, les Sabres s'en viennent solides. On en a parlé abondamment vendredi dernier. On a ouvert le show avec ça. On s'est fait chicaner par notre producteur comme quoi on parlait trop. Ça manquait de Canadiens. Ça manquait de Canadiens puis il était trop question des Sabres. Mais écoute, depuis qu'ils ont amorcé leur furieuse lancée le 9 décembre, exact. Parmi les 6 équipes qui ont le plus de points dans la Ligue nationale, il y en a 5 qui sont dans la section Atlantique. Fait que ça... C'est devenu une division extrêmement compétitive. On avait l'impression au début qu'il y avait comme... Tout le monde est un peu moyen, mais la vérité, c'est que c'est là que ça se passe en ce moment. En fait, je disais 5 des 6 premières, c'est 4 des 5 premières équipes. Là. Donc, ben oui, je sais. Donc, Buffalo, Détroit, Tampa. Après ça, il y a la Caroline, puis il y a le Canadien. Voilà. Moi, je regarde assez peu le classement. Comme disait Marc-Antoine, les choses finissent... Si l'équipe joue de façon constante, le classement finit par s'arranger. Fait que je regarde assez peu souvent le classement. Là. Bien sûr, je regarde une fois de temps en temps, mais moi, ça m'inquiète quand même un peu de voir ce genre de relâchement-là défensif en milieu de saison. Hier, c'était le match numéro 51. Le Canadien a accordé 27 buts à ses 7 derniers matchs, 28e dans la Ligue nationale au cours des 2 dernières semaines. Puis... si le Canadien a perdu ce match-là hier, c'est parce que ça a été affreux défensivement en première période. Ça a été complètement des prises de risques inutiles. Lane Hudson qui tente, qui pinch en bon langage de hockey, qui tente une incursion, qui essaie de contrer une sortie de zone en zone offensive, mais qui ce genre de prise de risque-là, comme défenseur, quand tu décides d'y aller, il faut que tu sois convaincu à 100% que tu vas être le premier à toucher à la rondelle. Sinon, ça devient un jeu 50-50, puis tu as des fortes chances de causer un surnombre pour l'autre équipe. Surnombre, un but après 44 secondes. Noah Dobson, qui a été absolument mou. C'était en infériorité numérique. Là. En infériorité. Ça, c'était pour vrai. Puis on l'a vu venir, on le voyait venir de loin. En plus, tu disais, voyons. Non, il n'y avait aucun acharnement sur ce jeu-là, mais j'ai noté plusieurs jeux en première période où les défenseurs étaient inutilement. Tu sais, quand le match commence, il est 0-0. Laisse-le, et Martin Saint-Louis le répète souvent, joue le match qui est devant toi. On va s'installer, puis à un moment donné, il y a des fautes qui vont être commises, puis on va exploiter ces fautes-là. Là, c'est le Canadien qui a commis ces fautes-là, qui a permis
au Sabre de prendre une avance de 3-0 dans le match, mais en première période, c'est arrivé souvent. Il y avait des défenseurs inutilement, profondément en zone adverse, et ça donnait des surnombres. Il faut laisser le temps au temps quand tu joues au hockey, prendre le temps de t'installer dans le match, puis les occasions vont se présenter d'elles-mêmes. Et là, c'est ça, 27 buts en 7 matchs, c'est beaucoup. C'est inacceptable à ce stade-ci de l'année. Je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même, sur ces 27 buts-là, il y en a quand même 4 qui ont été accordés dans des filets déserts. Si tu les retranches... Il était où, le gardien? Quand même, c'est ça. Il était au banc, Alex. Si tu retranches, tu es quand même à quoi? 3,29 buts par match, qui est encore trop. Ben oui. Pour l'essentiel, par exemple, je suis d'accord avec Martin que la tendance, le laxisme en défense... Ça fait plusieurs matchs que je prends des notes en ce sens. Oui. Et je pense pas que c'est un problème que le Canadien va pouvoir régler à court terme. C'est un problème qui va s'échelonner encore sur une plus longue période. Puis je posais la question à Martin Saint-Louis récemment, puis à savoir, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que vous pouvez régler rapidement? Puis il dit, si on apporte des ajustements à court terme pour pouvoir s'améliorer, on va en recevoir les bénéfices à long terme. En principe, je comprends, mais je ne suis pas certain que ces ajustements-là à court terme ils vont être capables d'être appliqués parce qu'il dit, à notre meilleur, on ne donne pas grand-chose, mais défensivement, ce niveau-là, à leur meilleur, ils ne le sont pas très souvent. Ça fait, ou du moins, ça fait un petit bout qu'on ne le voit pas. On le voit moins. Cela dit, hier, c'est des erreurs sur ponctuelles. L'ensemble de la saison. Honnêtement, il y a eu des petites variantes, là. Puis il y a eu des moments où les buts accordés étaient principalement la faute des gardiens de but. Mais si tu regardes l'ensemble de la saison, c'est une équipe qui a été sauvée par une attaque très productive. Alors, il y a du resserrement à faire encore en zone défensive. Puis la majorité des meetings qui sont faits, des séances vidéo, portent sur des aspects du jeu qui sont d'abord et avant tout défensifs. Ouais. Le Canadien a marqué 23 buts de plus que la saison dernière. C'est énorme. C'est gigantesque. Il a juste accordé 4 buts de moins. Puis, pour revenir sur ce que disait notre ami Gascon la semaine passée, et à 5 contre 5, on le voit qu'il y a eu une amélioration. Tu as 14 ou 15 buts de moins d'accordés à 5 contre 5, mais c'était un thème en début de saison. On disait le désavantage numérique. Il y a eu beaucoup de changements. C'était là qu'avait eu lieu la plus grande amélioration collective du Canadien en désavantage numérique, mais tous les acteurs principaux, ou la plupart des acteurs principaux de cette unité-là sont partis, puis c'est à reconstruire. Puis, c'est ça, le Canadien a accordé 6 buts de plus en désavantage numérique cette saison. Bref, tout ça fait en sorte que le Canadien est encore dans le dernier tiers de la Ligue nationale. Il y a des bonnes choses qui se font, mais comme entraîneur, ça me titillerait de voir que, rendu à cette période de l'année, on commence en plus contre un adversaire coriace de la même division qui t'a battu la semaine dernière. D'entreprendre un match comme ça, mollement comme ça, ou de façon négligente de cette façon-là, les entraîneurs devaient être déçus. Oui, mais on peut imaginer. Mais à part leur dire concentrez-vous quand vous êtes sur la glace, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Parce que il me semble que c'est ça le problème, c'est des erreurs de concentration ou des... Ben, c'est des erreurs de lecture de jeu, de jugement, de dire, par exemple, le pinch, c'est à quel moment... Ben, c'est ça, exactement. Évalue le risque. Ouais. C'est une dimension du jeu où l'équipe, en général, s'est améliorée. C'est ça. Être capable d'évacuer le risque en disant, ben, on n'a pas besoin de trop forcer. Je pense que c'est... Surtout que la force de frappe. C'est Paul Maurice qui disait ça récemment. Il dit, la chose qui a le plus changé chez le Canadien dans les 2 dernières années, c'est qu'ils ont éliminé une bonne partie du risque dans leur jeu parce qu'ils savent maintenant qu'ils ont suffisamment de talent pour pouvoir aller chercher le but dont ils ont besoin. Alors, quand tu retombes dans des mauvaises habitudes puis que tu forces le jeu puis que finalement, ça ouvre des grands pans de la patinoire pour une contre-attaque adverse, ben c'est ça, c'est des mauvaises habitudes. Je ne sais pas si c'est un péché de jeunesse. Ça a le dos large, cet argument-là, je le sais.
mais c'est une hypothèse. Les Sabres sont à 1,1 an plus vieux. Oui. Puis hier, ils n'ont pas pris de risque. Tu l'as dit, on va le... Puis... Mais tu sais, le Canadien a fait les ajustements, deuxième période, puis après ça, tu sais, les Sabres n'ont pas eu beaucoup... en deuxième période, disons, à partir de la troisième minute de la deuxième période. Après ça, les Sabres n'ont pas eu beaucoup d'occasions, puis le Canadien a retrouvé son style, mais ça me titille encore de voir le potentiel immense qu'il y a dans cette équipe-là. Puis, à mon point de vue, la défense, c'est supposé être la chose la plus facile à corriger dans une équipe de hockey, d'aller chercher cette cohésion-là. Regardez le changement qui est arrivé à Philadelphie depuis que le changement d'entraîneur a été fait. Là, puis, bon, ils ne sont pas parfaits, les Flyers, mais c'est impressionnant en début de saison de voir à quel point il était difficile à affronter sans avoir une équipe extraordinaire. Fait que, eux autres, si Vladar n'est pas là, ils n'ont pas de gardien. Là. C'est ça qui est mine. Là. Ouais. Sam Harrison, c'est pas ça. Là. Ça marche moyen. C'est la plus jeune équipe de la Ligue. Ouais. On le répète tout le temps. Il va en avoir de l'inconstance et tout ça. Ouais. Mais rendu après les fêtes comme ça, juste à l'aube du mois de février, de voir encore l'équipe commencer des matchs comme ça. Puis, je ne veux pas être fatiguant avec ça, mais ne nous surprenons pas. Là, puisque le classement, ça ne vous intéresse pas, c'est bien correct. Ne nous surprenons pas si ça bouge, parce qu'il y a beaucoup de monde, puis c'est ça. Puis encore hier, on l'a vu, Buffalo, c'est la semaine passée qu'on parlait du miracle de la vie, ou enfin de l'intangible. Ben, on l'a vu hier, l'intangible était très, très tangible. On a parlé de Lane, qui a connu un match, somme toute, pas facile, malgré son statut de demi-dieu. De quel côté il jouait? C'est ça, hein? Ben, je sais pas. Moi, je suis pas assez brillant. Il a commencé à droite. C'est ça, mais là, quand il joue à droite avec Struble à sa gauche, puis là, soudainement, là, la magie disparaît. Ouais. Là, c'est pas juste qu'il est meilleur à gauche. Parce que c'était ça. Avant, il jouait souvent à droite aussi, mais on disait ça va bien, mais il est meilleur à gauche. Il est meilleur à gauche. Là, c'est ça. C'est clair qu'il est meilleur à gauche. J'ai entendu Maxime Lapierre soulever la question, puis je trouvais ça intéressant. Il disait, genre, Kyle McCarr, il joue avec Devin Taves. Quinn Hughes, il joue avec Rock Faber. Là, il joue avec Faber. Puis dans le fond, je pourrais faire une longue liste, là, mais généralement, ton meilleur défenseur ou un défenseur élite, ils en parlaient, I étant la communauté, mais il y a des gens qui c'est pas Piqué qui a dit qu'il fallait que... Piqué Subban qui a dit qu'il fallait que Hudson soit dans la conversation pour le trophée Norris. Bon, mais quel joueur qui est dans la conversation... Quel joueur dont on parle de lui en ces termes-là joue avec... Puis là, c'est rien contre Jayden Struble, mais quel joueur qui est dans cette conversation-là joue avec au mieux le 4e défenseur, parce que c'est quand il joue avec Alexandre Carrier qu'il est le mieux servi. C'est une question pertinente, non? Oui, puis je pense que ça, c'est un problème éventuellement un problème de formation qui va être à résoudre. Parce que si tu veux trouver le moyen d'utiliser Lane Hudson à gauche, là, tu as déjà Matheson à gauche, puis Caden Gooley, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de te donner les services que tu cherches du côté droit. S'il l'était, je pense que le problème serait facilement réglé. Là, pour l'instant, Gooley retrouve son rythme. J'ai trouvé meilleur. C'est pas facile depuis son retour. Non. Mais je l'ai trouvé meilleur contre Buffalo qu'il l'avait été face au Wild. La première période face au Wild, c'était extrêmement difficile. Mm-hmm. Mais le goalie qu'on connaît, le goalie qui est à son mieux, s'il est capable de jouer de la même manière à droite, le Canadien n'a pas de problème. Sauf que l'essai précédent de goalie du côté droit n'a pas été super concluant. Fait que là, si on veut ramener Hudson à gauche pour de bon, ben, il lui manque un partenaire de jeu qui est un défenseur top 4 éprouvé. Puis, pour l'instant, il n'y en a pas dans l'organisation. Un jour, il y aura peut-être David Reinbacher, mais pour l'instant, on n'y est pas. Puis, même si Reinbacher devait atteindre la Ligue nationale la saison prochaine, il ne sera pas un défenseur top 4 l'année prochaine. Fait que qu'est-ce que tu fais dans l'intervalle? Ouais. Alors, est-ce que tu finalement... Parce qu'on est là-dedans, là. Oui, alors est-ce que finalement, on fait juste faire du surplace puis on dit on va gagner du temps en gardant Hudson à droite?
ça serait dommage parce que ce serait ne pas pleinement exploiter ce qu'il est capable de faire. Mhm. Puis, il va y avoir d'autres formules. Puis je serais pas surpris que ce soit le genre d'ajustement qu'on observe à la date limite des transactions. C'est pas qu'il y ait nécessairement un énorme échange, une énorme acquisition, mais au moins quelqu'un qui peut donner un coup de main du côté droit à court et moyen terme. Parce que l'intervalle, là, on est dedans. Ben oui. Puis Hudson continue de se développer. Puis il a été quoi, le 6e, durant tout le temps qu'il a passé du côté gauche, il a été le 6e marqueur de la Ligue nationale. Quelque chose de même. Ouais. C'est pourquoi s'en priver? T'sais? Exact. La discussion qu'on a là, je trouve, illustre, c'est un truc dont on ne parle pas souvent, mais quand il y a des blessés qui reviennent au jeu, qui ont été absents longtemps, je trouve que ça montre que ça perturbe une équipe de hockey. Parce que ça soulève la poussière, puis le temps que la poussière retombe, la machine était parfaitement huilée là, avant que les blessés commencent à revenir. Oui, mais tu regardais jouer le Canadien certains soirs, tu avais l'impression des fois de voir jouer les Globetrotters contre les Generals. Puis Goulet, c'est un joueur important dans l'équipe, mais il revient, longue absence. Là, il faut qu'il reprenne sa place. On défait les paires, on refait d'autres paires. Dak revient au jeu, on l'installe au sein du premier trio. Il n'apporte pas grand-chose à Caulfield et Suzuki, mais on se dit qu'il va retrouver son air d'aller, puis à terme, on va être gagnant ou on va bénéficier de ça. Mais il y avait une chimie qui s'était installée. Là, puis là, il y a des gars qui se font tasser de l'alignement. Puis il faut que tu vives avec ça. Oui. Là, quand tes réguliers reviennent, il faut que tu les fasses jouer. Mais je pense que j'avais lancé la question la semaine dernière. Est-ce que l'équipe originale du mois d'octobre va être meilleure que parce que c'était impressionnant. C'était impressionnant ce qu'on avait vu là, il y a deux semaines. En l'absence de plus. Beaucoup de gens disaient là, ils ne seront pas capables de passer à travers ça, ils n'ont pas de profondeur. Puis le groupe avait très, très bien répondu. Mais là, il faut, pour revenir à un très haut niveau, il faut laisser le temps à ces gars-là. Et Goulet a joué 14 minutes hier? Le match contre Ottawa, il a joué 15 minutes quelques. Le match précédent, je pense, contre Minnesota, c'est une couple de matchs. Il fait 3 matchs sur 4. Là. Il joue 14-15 minutes. Là. Puis je comprends, hier, le Canadien tirait de l'arrière. Là, tu veux utiliser tes gars, tes défenseurs offensifs pour essayer de rattraper le vide, mais quand même, juste ça, son temps d'utilisation, je pense, nous montre que les entraîneurs aussi voient que c'est difficile. Là. On n'est pas rendu. Mais comme tu dis, c'est tout à fait normal que c'est ça, que ça bouscule et que ça se peut très bien que ce ne soit pas automatique, que tout revienne et que tout se place, que ça prenne un peu de temps. On est probablement dans cette zone-là. Imagine quand l'ANI va revenir. Ah oui. Est-ce que c'est une vraie possibilité, ça? Moi, je pense qu'il ne jouera plus pour le Canadien. Donc, on ne le reverra pas. En uniforme, je parle. Est-ce qu'on va le voir là, dans ses atours? Il y a tellement d'embûches. Premièrement, là, j'ai l'impression que le Canadien essaie de gagner du temps. Parce son retour au jeu, son retour en santé est imminent. Ça fait 1 semaine qu'il pratique avec l'équipe. Il y a 3 entraînements complets, 2 morning skates. Il a l'air vraiment sur le point de revenir au jeu. Mais là, à partir du moment où il revient au jeu, il faut que tu le retires de la liste des blessés. Donc, ça veut dire qu'il réintègre la liste des 23. Donc, il faut que tu retranches un joueur. Ça, c'est le premier défi. J'imagine que Samuel Blais, qui n'a pas joué, ce serait peut-être de le soumettre au ballottage, risquer de le perdre, ce serait déjà dommage. Ouais. Je pense que Samuel Blais peut... Ça a l'air bizarre de dire ça parce que c'est pas la même gamme de joueurs. Mais dans la situation où se trouve le Canadien, je pense que Samuel Blais peut potentiellement donner plus de services aux Canadiens que Patrick Laine. Donc, le titre du balado, ça va être Blais avec le signe... Oui, plus que. Ouais. Plus que, ouais. Là, si tu veux non seulement si tu veux mettre Laine dans la liste des 23, mais si tu veux le faire jouer, là, en plus, il y a un 2e joueur qu'il faut que
tu retranches. Puis il y en a déjà un qui va perdre sa place au retour d'Alexandre Texier, qui lui aussi, c'est imminent. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que la solution idéale, ce serait de l'échanger, mais là, bonne chance, essayer de trouver quelqu'un qui va prendre son salaire. Puis même, je pense que même... La moitié de son salaire. Même la moitié de son salaire, ça va être extrêmement compliqué. Alors, il va falloir que le Canadien aille chercher un mauvais contrat en retour. Parce que là, la situation dans laquelle le Canadien se trouve, c'est que s'ils sont pour faire des transactions, il faut qu'ils... ils peuvent pas absorber du salaire. Alors, idéalement, ils vont en sortir, mais il n'y a personne qui va dire, ben moi, let's go. L'année, je vais le prendre. Je vous avais parlé de mon idée là, avant Noël, là, de l'échanger une première fois, puis attendre 75 jours. Ouais. Ça aurait été un bon système, mais... Trop tard. Trop tard. Parce qu'on rappelle, les règles ont changé. On ne peut pas échanger un joueur 2 fois retenir du salaire. En fait, une troisième équipe ne peut pas retenir du salaire en moins de 75 jours. Ouais. Voilà. Avant, il y avait des équipes qui servaient d'intermédiaires, qui faisaient ça. juste accueillir le joueur 30 secondes, prendre une partie du salaire, puis on concluait la transaction avec l'autre. On les récompensait avec un petit choix ou un petit quelque chose. Puis si tu décides de le garder, s'il y a une place linée sur ta formation des 23, mais que tu décides de ne pas le faire jouer, ben là, c'est encore plus compliqué de le refiler à une autre équipe. Parce que là, le message que tu envoies au reste de la Ligue, c'est que nous, il n'est pas assez bon pour nous autres. Il n'est pas assez bon pour nous. Tu sais. Alors, c'est une problématique. Oui, OK. Bon, ben, il y a deux. Il y a l'option, là, une déclinaison des options que tu viens d'énumérer. Sinon, pensez-vous que Hughes pourrait aller. Parce que dans le fond, il a obtenu l'année un choix de 2e contre Jordan Harris. Donc, il est encore un peu. Je sais pas. Il y a peut-être que. Je sais que c'est pas dans les habitudes de la maison, mais pensez-vous qu'il pourrait être tenté de donner un petit quelque chose pour s'en débarrasser? Est-ce que c'est un problème à ce point-là? Ils n'auront pas le choix de donner quelque chose. Ouais. Et puis c'est un problème à ce point-là? C'est la chose à faire. Écoute, est-ce que tu veux avoir un gars qui est à sa dernière année de contrat, qui est malheureux dans l'entourage de l'équipe? Non. Puis c'est une question de respect aussi, je pense. Ils ont été le chercher. L'année passée, il a rendu des services à l'équipe. Il a été bon. Ouais. Mais disons les choses comme elles sont. Là, puis je suis sûr que quand il parle à l'aîné, c'est un spécialiste de l'avantage numérique. C'est ça sa force. Mm-hmm. C'est ça qui fait de lui qui est un joueur intéressant dans la Ligue nationale. Si tu n'as pas de place pour lui au sein de ton avantage numérique, qu'est-ce qu'il fait dans ton équipe? Si tu n'as pas confiance de l'utiliser à 5 contre 5, c'est bon. C'est embêtant. Fait qu'est-ce qu'il y a quelque part dans la Ligue une équipe qui se bat pour les séries éliminatoires, dont l'avantage numérique est absolument affreux, qui dépense, dont les dépenses sont nettement en dessous du plafond, puis qui serait prêt à l'accueillir en disant on va prendre un choix de repêchage, puis on assumer la moitié assumer la moitié du salaire. Mais moi, c'était une patate chaude quand la saison a commencé. Ouais. Là, il y a plein de joueurs qui se sont ajoutés à l'équipe. Et je vois s'il n'y avait pas de place pour lui. S'il était une 5e roue du carrosse au mois d'octobre, il est rendu la 6e ou la 7e roue du carrosse. Là. Si c'était une patate chaude, là, c'est une patate brûlée. Là. Puis c'est rien contre lui, mais c'est juste c'est ça. C'est là où l'équipe est rendue. Parce que Laval, tu parlais de respect, ça serait pas. Dans ce sens-là, ça serait un peu dur, là, mais en même temps, je veux dire, c'est pas non plus. En fait, les Kalinours, là. Mais c'est vrai qu'il y a des équipes qui ont un avantage numérique déficient, qui ont beaucoup d'espace sous le plafond salarial. C'est les jeunes Ducks de Anaheim. S'ils ont vraiment de belles ambitions de faire les séries éliminatoires, eux autres, ils auraient les moyens d'absorber son salaire. Du moins une partie. Mais ce que le Canadien va devoir donner en retour, il ne peut pas donner comme Nanan à une autre équipe pour prendre le salaire de l'année, plus que la valeur qu'ils accordent aux joueurs qu'ils vont privilégier aux dépens de l'année. C'est-à-dire que si tu dis on doit échanger l'année parce qu'on veut absolument garder dans notre formation des 23 Bolduc, Texier, Blais, Veleno, ces gars-là. Ouais. La valeur puis ils ont chacun ils n'ont pas tous la même valeur. Non, c'est ça, mais sauf que... Tu fais une moyenne.
Ben, ils ont je pense qu'ils ont une place différente dans l'organigramme. Ouais. On ne connaît pas l'échelle de valeur que la direction donne à chacun de ces joueurs-là. Mais ceux qui écoperaient et que le Canadien veut privilégier et dire on ne veut pas les perdre, ben eux autres, quelle est leur valeur? Fait que tu ne donneras pas un choix de deuxième ronde à une autre équipe pour prendre Lainé si ça te permet de garder les services de Samuel Blais. Parce que Samuel Blais, il ne vaut pas ça. Alors, je pense que c'est un jeu qui est très, très délicat. Ouais. Et qui pourrait voir sa conclusion. C'est quoi déjà la première date limite des transactions? C'est bientôt. Je parle avant les Jeux olympiques. Ah oui, parce qu'il le 4 y a un février, gel, mais je pense. il y a un gel des transactions, ça, effectivement. Ouais. Alors, on met ça sur le radar. On est dans une société de résultats, tu sais. Puis c'est dur à mesurer son résultat sans de production, tu sais. C'est juste ça que regarde, c'est une mesure de même. Mais moi, si tu regardes Zachary, ça fait une bonne séquence, là, que moi, je trouve que comment je mesure le résultat qui s'en vient. Ses détails sont beaucoup plus élevés. Il est plus embarqué dans comment qu'on joue. Puis ça prend un petit peu de temps, ça, pour un jeune joueur, de s'acclimater de même. Mais je suis content qu'il se fait récompenser avec du succès que tu peux mesurer, là, t'sais. Mais on mesure pas tout ça avec la score sheet, là. Moi, je suis content de sa progression. Je suis content qu'il ait été chercher quelque chose à soir pour nous autres. Il joue un bon match. Saint-Louis a même dit un truc du genre il joue mieux en ce moment que quand il marquait en début de saison. Bolduc a été malmené dans les médias, disons ça comme ça, entre guillemets, au cours des dernières semaines. Est-ce qu'il joue mieux qu'en début de saison? Ben, hier, oui, en tout cas. Hier, il a connu un de ses meilleurs matchs de la saison. En termes d'implication physique, en termes de vigilance aussi. Il y a un certain moment où, c'était en deuxième période, je crois, un de ses replis a neutralisé un surnombre de l'adversaire. Puis vraiment, ça a éteint l'attaque des Sabres. Mm-hmm. Et puis, c'était vraiment une bonne lecture défensive. Puis souvent, quand il s'implique physiquement, il y a d'autres éléments de son jeu qui rentrent en ligne de compte. Fait que pour lui, je pense que le défi avec Bolduc, c'est qu'étant donné qu'il a un très bon lancer, qu'il a une capacité d'être physique, puis qu'il a un bon coup de patin, s'il améliore son jeu sans la rondelle, et Martin Saint-Louis semble suggérer qu'il le fait progressivement depuis le début de la saison, de manière à tout mettre ça ensemble, ça devient, à mon sens, strictement une question de garder le niveau de compétition élevé soir après soir. Ça, c'est manque de constance à ce niveau-là. Il y a des soirs où il veut plus que d'autres. Puis là, on vient de parler de l'année. On rentre dans une situation où il y a des joueurs dont le poste est un peu plus fragile. Puis moi, en regardant Bolduc hier, je me suis dit, là, on a un gars qui se bat pour son poste. Il y a un gars qui veut rester dans l'alignement puis qui prend tous les moyens pour le faire. Puis son niveau de compétition hier, il était très haut. Alors, s'il peut arriver à le maintenir comme ça plus souvent, il n'y a aucune inquiétude à se faire. Mm-hmm. Les Sabres de Buffalo, c'est un adversaire qui joue presque un style physique, qui brasse l'adversaire, qui ne tolère pas que les joueurs adverses s'aventurent près du gardien ou dans le demi-cercle du gardien après les coups de sifflet. Et quand le Canadien joue contre des équipes comme ça qui se battent le long des bandes et qui jouent physiquement, l'équipe a tendance à être moins efficace ou à disparaître un peu. Le gars qui a le plus ressorti, c'est Bolduc. Et la semaine passée, je pense, quand on parlait de ça, ou la semaine d'avant, quand tu disais il y a des gens qui disent peut-être qu'il devrait retourner à Laval, en séries éliminatoires, Bolduc, là, on va le voir. Ouais. Puis c'est un gars qui a un talent, Absolument. qui a un immense talent. Absolument. Fait que, moi, j'espère juste qu'il va devenir ce type de joueur-là, mais il y a le don de faire sortir l'adversaire de ses gonds, de faire perdre la tête aux joueurs adverses. Il est capable il est bon en échec avant, il est capable de frapper, il a un bon tir, il est capable de jouer avec des bons joueurs. Hier, dès qu'il a été placé avec Suzuki, dès la première présence, il s'est passé quelque chose, il y a eu une étincelle, puis j'aurais aimé ça voir l'expérience se prolonger, mais là, Bolduc s'est mis à écoper de pénalité, puis il
il a été moins disponible pour jouer au sein du premier trio. Mais écoute, moi, je ne vois pas comment on pourrait... On peut même imaginer un monde où le Canadien dirait « Ah, ben là, on a trop de joueurs, puis on va garder Patrick Laine, puis tu vas t'en aller à Laval. » Pour moi, c'est de la science-fiction. Oui, ben c'est juste parce que cette situation-là est possible d'un point de vue comptable, d'un point de vue du fait qu'il est... Il me semble que j'ai lu qu'après un certain nombre de matchs joués, il va devoir passer par le balotage. Puis effectivement, ce moment-là arrive, il lui reste quelque chose comme 4 ou 5 matchs. Là, donc, ça ajoute exact. C'est ça. Ça ajoute une couche de complexité. Mais je pense... Puis l'autre affaire, c'est que il y a Bolduc lui-même en tant qu'individu, puis il y a aussi Bolduc en termes de compagnon de trio, à quel point il peut développer une chimie. Puis le problème, je trouve, jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a eu de la difficulté à trouver de la cohésion avec ses compagnons de trio. Ou inversement, mais je comprends. Exactement, oui, c'est ça. C'est la faute de qui, je ne sais pas. Mais là, avec Evans, qui est un gars qui est habitué à beaucoup de roulements autour de lui, puis qui est aussi capable c'est facile de s'adapter à son jeu. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant parce que Bolduc a un centre qui est défensif à côté de lui, mais il est capable aussi Bolduc est capable d'apporter une dimension offensive à ce trio-là. Et là, tu regardes le troisième élément. Je ne sais pas si ça va demeurer Veleno ou si ce sera quelqu'un d'autre, mais il y a une possibilité là de donner vraiment un trio sur 200 pieds. Puis ça fonctionne mieux pour Bolduc avec Evans que ça fonctionnait avec Dano. Dano déplorait au terme d'un match là, récemment, il dit zéro, il n'y a aucune chimie. Et encore là, est-ce que c'est de sa faute à lui? Est-ce que c'est de la faute à Bolduc? Mais ça avait, tu sais, c'est comme ça n'a pas marché, il n'y a pas de chimie. OK. C'est pas définitif. Là. Non. Il n'y avait pas. OK. Alors, puis c'est ça, avec Suzuki, là, ça fait des flamèches hier, ça a été instantané. Mais l'essai n'a pas été concluant non plus. Fait que pour moi, il y a cette facette-là. Alors, on le voit, qu'est-ce qui est séduisant dans ce joueur-là, ce qui est prometteur, mais en même temps, c'est un joueur de deuxième année, puis ce qu'il va devenir dans 4 ou 5 ans, il ne l'est pas encore. Alors, est-ce qu'il est à même... Est-ce qu'on veut lui donner tout de suite une place dans la chaise qu'il pourrait occuper dans 4-5 ans? Je pense que le Canadien a d'autres options, cherche d'autres options. Mais ça demeure un joueur prometteur. Là. Puis je suis tout à fait d'accord avec Martin qu'une fois que les séries éliminatoires sont en branle, tu vas vouloir l'avoir dans ta formation. Bon, ça fait quelques fois là, depuis 2-3 semaines que je souffle dans ma propre trompette en rappelant que... C'est plus flexible que je pensais. Quoique, dis de même. Non, mais c'est une traduction de... Dans mon propre cornet, ça ne marcherait pas mieux non plus. Hein. My own horn, qu'est-ce qui serait... J'avoue que trompette... On comprend où tu allais. Vas-y, continue. Ben, comprend-on? Je sais pas. Mais j'aime rappeler que je disais il y a quelques années... Tu mettais... OK, ça met du souffle dans tes propres voiles. Ah, ça, c'est vrai. Et il n'y a pas d'innuendo. Enfin... rien d'évident. Merci, Marc-Antoine. Donc, j'aimerais rappeler que je disais il y a quelques années qu'il n'y avait rien de moins qui m'inquiétait que Juraj Slafkovský. Je dirais que Zachary Bolduc, ça ne m'inquiète pas. C'est comme sur l'inquiétomètre, là, on n'est pas loin. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, comme on a de la suite dans les idées, en début de semaine, on vous demandait, on a célébré le 4e anniversaire de l'embauche de Kent Hughes dimanche dernier. Alors, mardi, on vous demandait quel était son meilleur coup. Donc, est-ce de la suite dans les idées ou juste un manque d'imagination? Quelque chose entre les deux. On vous demandait quel est son pire coup ou son moins bon coup. Son moins bon coup. Et sur Facebook, Jean dit pourquoi ne pas parler juste de ses bons coups? Jean, on l'a fait mardi passé, je viens de le dire. OK, sur le book toujours. Non, mais c'est. Sur le book toujours, Martin, ne pas avoir pris Zegras gratis ou presque. Réagir ou pas. Olivier, ne pas être arrivé avant. Ça, je trouvais que ça. C'est vrai que c'est dans ses moins bons coups, ça. Ne pas être arrivé il y a 10 ans. Steve, l'échange de Kovacevic, ça va revenir. Il n'est pas le seul à dire ça. Rare mauvaise évaluation du Canadien. Ah, okay.
Sur le Tube, aujourd'hui, c'est Kirby Dack, mais j'aurais probablement fait l'échange à l'époque. Ça, c'était Will B. Pascal, sur le Tube toujours. Pour lâcher un peu les baskets de Ryan Backer, je vais dire Philippe Méchard, qui a été un mauvais choix dès les premières secondes de sa sélection. C'est pas Gascon qui disait qu'il... Sauf que je trouve que les gens ne font pas la distinction entre le directeur général et l'équipe de recrutement. Le directeur général voit quelques matchs et tout ça, puis il arrive à la table avec une idée qui s'est façonnée avec ce qu'il a vu, mais c'est pas lui qui a vu l'ensemble de la saison, qui a vu tous les matchs, puis et les choix de repêchage, arrêtez de les attribuer aux directeurs généraux parce que ce sont les recruteurs qui prennent ces décisions-là. Un bon directeur général, parce qu'il y en a des fois qui se mêlent. C'est la meilleure façon de se tromper. Oui, exactement. Essaie de congédier ton recruteur, après ça, c'est toi qui prends les décisions à leur place. Ah, ben moi, je me gênerais pas, là. À vrai dire, c'est ce que je ferais. Je choisirais à leur place, puis je les congédierais quand ça fonctionne pas. Et cela dit, c'est une science extrêmement imparfaite. Et le Canadien traverse probablement la meilleure période des 45 dernières années en termes de recrutement. Là, c'est la plus grande injection de talent provenant du recrutement qu'on a vu depuis le début des années 80, fin des années 70. Il me semble que j'ai lu une bonne chronique là-dessus récemment. C'est signé Martin Leclerc sur le radiocanada.ca. Non, mais c'est vrai que c'était très bon. Sur toujours donc le moins bon coup de Kent Hughes, Monstre de Chilla sur le Gram. Kirby Dack, c'était niaiseux. C'était niaiseux à l'époque et c'est pire aujourd'hui. Il dit Pierre-Luc Dubois était dispo. Et finalement, sur le TOC, Stéphane, Justin Barron pour Arthurie Lekonen. C'est sa moins bonne. C'est sa moins bonne transaction. Non? D'accord. Ouais. Ben non, c'est OK. On prend 2-3 secondes pour aller voir à l'extérieur. Tiens, commençons avec le retour de l'enfant prodigue. Mitch qui revient à Toronto. Là, la grande question dans les médias torontois, c'est comment sera-t-il accueilli? Ben oui, ça m'inquiéterait, moi aussi, non? Je sais pas. Pourquoi il serait... Je pense que quand Beau Bichette va revenir à Toronto jouer contre les Blue Jays dans l'uniforme des Mets, il va être bien accueilli. Pourquoi Mitch Marner ne serait pas bien accueilli? Ben parce que, d'abord, c'est pas le même... Le hockey, c'est plus important, Martin, d'abord. Okay. Fait que les gens sont plus investis. Écoute, je connais pas... Beau Bichette, il est parti. Il est parti. Oui. Mais c'est pas dans les mêmes... Joueur autonome, il s'est prévalu son autonomie. Mais il y a beaucoup d'acrimonie qui s'est développée à l'égard de Mitch Marner. La relation entre Toronto et Marner s'est détériorée. Celle entre Beau Bichette et Toronto n'est pas... C'est plate, ils ont perdu un bon joueur, ils auraient voulu le garder, mais ainsi va la vie. Là. Ouais, mais je pense que la culture ambiante est nocive et toxique à Toronto. Quand ils se font éliminer, il faut toujours qu'il y ait un coupable identifié, puis c'est pas le gardien, c'est quelqu'un d'autre. Après ça, on monte aux dirigeants, puis ça a été longtemps Mitch Marner. C'est un serpent qui mord sa queue, mais quand tu regardes Marner... c'est une super vedette de la Ligue nationale. Donc, il fera partie de l'équipe Canada, d'ailleurs, aux Jeux olympiques. Je vais mettre dans mes notes. J'ai dit dans mon pool. Quand tu tailles une place au sein de l'équipe canadienne, tu es quand même un pas pire joueur de hockey. Mais donc, c'est ça. Marner, ça va quand même assez bien à Vegas. 52 points, 49 matchs. C'est son moins bon rythme de production à ce stade de la saison, après 49 matchs, c'est ça, à Vegas. C'est son moins bon rythme de production depuis sa deuxième saison dans la Ligue 2017-2018. Mais ces choses-là arrivent. Nouvel environnement, tu arrives avec ta famille dans un nouvel environnement. Ça perturbe les joueurs. Il faut que tu te familiarises. Je pense qu'il est en train de prendre son air d'aller tranquillement. Il va jouer à Toronto, donc ce soir. En 368 matchs à Toronto, Marner a 430 points. Et Austin Matthews en 367 matchs à 431 points. Alors, et en passant, Matthews connaît aussi sa production la plus modeste
depuis 2017. Mais lui, c'est pas à cause du changement d'environnement. C'est pas à cause du changement, mais je pense que l'absence de Marner... Ben oui, il y a quelque À vrai chose dire, de- c'est un changement, ouais, c'est ça, c'est une soustraction. Et en passant, les Maple Leafs connaissent leur pire saison après 50 matchs depuis 2016-2017 aussi. Fait que ça a été une ponction, ça a été un trou dans leur alignement qui a fait très mal. Et je pense que son départ a servi de leçon à Vancouver, notamment pour la transaction de Quinn Hughes. de Quinn Hughes, où on s'est dit on n'attendra pas d'être accumulé au pied du mur, comme disait Jean Perron. Agissons. On va maximiser ce qu'on peut aller chercher, puis on n'attendra pas la dernière minute. Et peut-être, j'allais dire que Toronto, on se demandait comment il va être accueilli. Tu fais un pas de recul, puis tu te dis, ouais, finalement, Mitch, on n'a peut-être pas été fin avec. On était meilleur. On était meilleur quand il était là. Tu sais. Ben, il était petit, puis il y en a qui le trouvaient soft. Puis qui disparaissait en séries éliminatoires. Fait qu'il y a comme, à un moment donné, tu finis par ne plus voir les qualités du joueur, tout ce qu'il t'apporte, puis ses défauts réels ou imaginés. Mais c'est carences. C'est pas un joueur parfait, mais je pense que ce sont ces carences qui, à un moment donné, ont pris le dessus. Puis c'est le collègue Elliot Friedman qui mentionnait que ce qui a contribué vraiment à ce qui a mené à son départ, puis je parlais du fait que la relation s'était étiolée entre Marner puis Toronto en général, c'est la cible dont il a été victime sur les réseaux sociaux. T'sais. Et le fait que finalement, on lui tapait dessus à qui mieux, puis pour une certaine génération, la tentation d'aller voir ce qui se passe sur les médias sociaux, ce qui se dit à propos d'eux sur les médias sociaux, c'est une tentation qui est difficile à pas juste pour cette génération-là. C'est difficile d'y résister. Là. Ouais. Tu googles-tu ton nom? Toi, 2 fois par jour. OK. Eh bien, le matin, une fois le matin, une fois le soir. Pour être sûr de mal dormir. Fait que... oui, donc, alors ça... Je pense que c'est une autre preuve là, quand on parle de... Tu faisais la comparaison avec Beau Bichette. Il y a ça aussi, c'est que il y a eu un acharnement thérapeutique à l'endroit de Mitch Marner, dont Austin Matthews et William Nylander qui subissent leur lot de critiques quand même à Toronto. C'est pas pareil. Mais ça n'a jamais été aussi virulent. C'est quasiment... C'est une forme de bullying. Puis c'est un bullying à l'endroit, tiens donc, de celui qui est un peu plus petit, un peu plus frêle. Mais bon sens, c'est tout un joueur de hockey quand même, là. Tu veux dire que s'il avait été plus gros... Non, c'est pas ça que je dis, mais je trouve juste que c'est un drôle d'adon. Ben oui, il y a quelque chose de métaphorique exact. là-dedans. Alors, on va se souhaiter socialement des belles retrouvailles. Hein? C'est fini, là. Faut passer à d'autres choses. Et moi, je crois au droit à l'autodétermination. Tu as le droit dans la vie, à un moment donné, de décider où tu veux aller travailler. Puis, moi, j'ai choisi de travailler avec vous, les gars. Ah, ça... Voilà. Non, moi, je n'ai pas tant le choix. Mais je suis content quand même. Si tu avais le choix, tu resterais quand même avec moi. Même à ça. Bon, on avait prévu parler des prédateurs, mais ça ne me tente pas. Nous avons quelques obligations. Ça me tente tellement que s'ils se maintiennent, je l'annonce. C'est rare que j'annonce les sujets une semaine à l'avance. Et notez bien à quel point je vais oublier magnifiquement. Spécial prédateur mardi. Oui. 60 minutes de Jussi Saros. Et de Steven Stamkos. Oui, c'est Stamkos surtout. Mais Josi, 1000 matchs. Oui. Juste ça, genre. On passe à travers en revue les 1000 matchs. Soyez là. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Ah ouais. Merci mille fois. Merci mille fois. Ça fait plaisir. Journaliste multiplateforme affecté aux affaires du hockey. C'est ça, entre 2, 15, 18. On verra bien. L'émission du Retour à la maison dans le Grand Montréal à la radio. Et Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment. Bon week-end, messieurs. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jack. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.